Un peu rapide ici, à la limite de l'impolitesse, mais je le regrette profondément. J'aurais aimé écouter toutes ces conférences parce que je suis intimement persuadé du rôle des approches qualitatives dans la recherche en général et dans la recherche médicale en particulier. Et je ne dis pas ça par complaisance avec cet auditoire. Vous allez le voir, je serai aussi d'une certaine brutalité. La complaisance n'est pas dans mes habitudes. Mais je pense néanmoins qu'il y a un véritable enjeu de société. Et d'ailleurs, dans ce sens, ce que je vais dire est en rapport direct avec ce qui a été dit dans la conférence précédente, dans les questions que vous avez posées. Alors, d'abord, je ne suis pas un chercheur qui fait de la recherche qualitative. Je m'occupe d'un laboratoire qui fait de la recherche en santé mentale et santé publique. Il y a à la fois dans ce laboratoire, qui compte 140 chercheurs, il y a des gens qui font des modèles animaux de souris et il y a des chercheurs qui font de l'anthropologie dans le cadre de la psychiatrie transculturelle. Donc nous avons l'habitude d'avoir des débats sur la vérité, l'objectivité, les recherches quantitatives, les recherches qualitatives. Alors le constat de base en médecine aujourd'hui, c'est que les approches qualitatives, c'est à peu de choses près un électroencéphalogramme plat. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun article dans les revues à gros impact factor. Quand je dis quasiment pas, c'est qu'il n'y en a pas. Ça n'est pas enseigné, en dehors du DU qui va avoir lieu ici, et félicitations pour cette entreprise. Donc ça n'est pas enseigné. Au concours de l'internat, il y a une épreuve de lecture critique d'articles. Le mot qualitatif ne fait même pas partie du vocabulaire. Et au jury du PHRC, du programme hospitalier de recherche clinique qui distribue les fonds, 100 millions d'euros quand même, pour la recherche clinique et épidémiologique en France, il y a un an, dont je fais partie du jury, il y avait une étude proposée dans les maladies orphelines et j'ai dit, mais là peut-être qu'une approche qualitative serait utile. Il y a eu un blanc et on m'a dit, mais qu'est-ce que vous entendez par approche qualitative? Voilà. Alors, on pourrait dire que, à la limite, c'est peut-être pas très grave, puisque peut-être que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, je vais vous donner une autre anecdote. C'était un cours aux internes en psychiatrie de l'interrégion Île-de-France. Je leur ai demandé, à votre avis, quand vous prescrivez un antidépresseur sérotoninergique à vos patients, qu'est-ce que ça leur fait? Alors, ce qu'ils ont fait déjà des centaines de fois. Donc il y a eu un blanc. Je dis, allez, soyez pas timide, dites-moi, qu'est-ce que ça fait? Vous en prescrivez, vous devez bien savoir ce que ça fait. En tout cas, il faut l'espérer. Et alors, ils m'ont dit, ah ben, les patients sont moins tristes. Ah ben, les patients sont moins anxieux. Et vous voyez le conditionnement qu'il y a. Comment on évalue un antidépresseur? On l'évalue dans un essai randomisé où on utilise un instrument de mesure de la dépression. La dépression est diminuée après par rapport à avant. Donc, que fait l'antidépresseur? Il diminue le score de dépression. Alors je leur dis, j'ai fait une revue de la littérature sur les études qualitatives en utilisant une méthodologie d'IPA, vous connaissez l'acronyme, sur qu'est-ce que ça fait qu'un patient qui prend des antidépresseurs sérotoninergiques. J'ai trouvé un papier. Il y a plus de 500 essais randomisés dans la dépression. Un papier d'IPA. Et que dit ce papier? Ben, les gens, ils disent, avant... les émotions que les autres véhiculaient, elles m'accrochaient directement et ça me faisait souffrir. Maintenant, quand je suis avec des gens, c'est comme s'il y avait une vitre insonorisée entre eux et moi. Vous voyez la différence. Et je ne dis pas que c'est mal et que c'est bien. Hein. Parfois, on a besoin de vitres insonorisées. Hein. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec la représentation que le médecin qui prescrit le médicament se fait de l'effet du médicament. Comment voulez-vous faire de la médecine dans ces situations? Vous ne savez même pas. Alors en fait, quand on discute, en fait, ils le savent. Hein. Mais c'est pas mentalisé. C'est pas mentalisé. Et c'est en psychiatrie, c'est quand même une discipline, normalement, on devrait le faire en premier lieu. Hein. Alors bon... Le bilan des courses aujourd'hui, quand même, il y a des gens qui disent c'est pas normal. Dans le British Medical Journal, une grande revue, hein, il y a eu une série d'articles il y a 10 ans disant c'est pas bien, il faut en publier, etc. Mais ils n'en ont pas publié davantage. Alors, est-ce qu'il y en a des publiés? Oui, bien sûr, il y a des études qualitatives publiées en médecine. Alors, ce sont où les gens qui nous observent, donc les socio-anthropologues, psychologues, et les gens de l'intérieur de la médecine, ce sont les médecins généralistes. Et ça, alors c'est une curiosité anthropologique sur laquelle on pourra revenir, il y a des explications à ça. En gros,
Dans le monde de l'académie, il n'y a que les médecins généralistes qui voient les patients dans un cadre d'exercice libéral. Donc ils voient vraiment les vrais patients. Vous voyez, moi, les patients que je vois en CHU, vous imaginez tout le système de soins qu'ils ont vécu avant. Donc je ne vois pas du tout des patients qui sont directement en contact pour la première fois avec un médecin. Et donc du coup, nos représentations de ce que c'est que la maladie est complètement différente de celle qu'ont les médecins généralistes. Alors, l'autre observation, c'est que quand on en parle aux collègues hospitalo-universitaires, des recherches qualitatives, alors ils me disent « Ah ouais, c'est sympa ton truc, c'est sympa, mais quand même, c'est du baratin. » C'est-à-dire, il y a une gêne épistémologique, pour le dire savamment. Et ça a à voir avec la conférence de tout à l'heure, précédente. Alors, moi, donc ça c'était l'introduction, 5 minutes. Maintenant, moi, il faut quand même poser la question, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? Pourquoi dans les études de médecine, hein, j'ai calculé, il y a 600 heures de cours de biologie, 20 heures de cours de psychologie médicale. Alors, est-ce que la planète marche sur la tête? En particulier la planète des enseignants de faculté de médecine, c'est pas si simple naturellement, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire de la médecine, ce qui est vraiment curieux, c'est qu'à l'origine de la pratique médicale, il y avait une pratique humaniste, globale, etc. Et ça ne marchait pas. C'est-à-dire la médecine des chamans et tout, c'est cool, c'est bio, c'est détox et tout, mais ça marche pas. Ça marche pas. Si vous avez un cancer, ça marche pas. Et en fait, depuis toujours, il y a eu des gens qui ont en cachette ouvert des corps, etc. Et c'était interdit par la religion. Et petit à petit, c'est monté en charge, etc. L'anatomie, la physiologie. Il y a eu un envahissement du champ de la connaissance médicale par la biologie et c'est allé de pair avec l'amélioration des pratiques médicales. C'est la réalité, quoi. C'est la réalité. Et je pense même qu'il y a une relation de cause à effet. Et c'est vrai qu'à choisir entre se faire soigner en Amazonie ou aux urgences de Cochin quand on a un infarctus du myocarde, je sais où je vais aller, il n'y a pas photo. Donc voilà, et alors du coup ça a eu un effet indésirable qui est qu'on appelle être victime de son succès. C'est-à-dire, il y a des spécialités médicales qui sont des spécialités d'organes. Ce qui est une curiosité épistémologique aussi. Pourquoi couper l'être humain en morceaux et l'enseigner comme ça? Parce que la physiologie a eu un tel succès que on a mis tout sur les organes puisque ça marchait. Et puis il y a 600 heures de cours de biologie dans les facultés de médecine. Alors, néanmoins, ce qu'on oublie souvent, c'est que ça n'a été qu'un demi-succès. C'est que dans la pensée physiologique, il y a une pensée scientifique déterministe, et c'est vraiment marqué dans les textes de Claude Bernard. Il pense une médecine déterministe, et il faut trouver la cause des maladies pour trouver les remèdes qui vont agir sur la cause des maladies. C'est le modèle des maladies infectieuses. On trouve le microbe, on agit sur le microbe, on guérit les patients. Or, en médecine, en fait, ça ne marche jamais comme ça, ou presque. Ça ne sert à rien de savoir qu'on a un cancer du poumon parce qu'on fume, ça ne sert à rien pour le soigner. On donne une chimiothérapie où on enlève le poumon, ça n'a rien à voir avec le tabac. Et c'est quasiment toujours comme ça en médecine. En fait, ça ne sert pas à grand-chose de savoir les causes des maladies pour les soigner. Et ça, c'est quelque part, c'est un non-dit et c'est un grand deuil pour mes collègues très biologistes, quoi, en fait. Et du coup, ça a eu comme conséquence qu'il y a eu l'éclosion d'un autre champ de la médecine que l'on confond souvent avec le premier biomédical, qui est le champ de l'evidence-based medicine, qui est un champ d'une médecine statistique. Absolument pas déterministe, absolument pas biologique. On se fiche, d'ailleurs, pour évaluer les médicaments, la commission de transparence qui détermine le niveau d'efficacité des médicaments en France en vue de leur remboursement, elle a comme doctrine qu'elle se fiche du mécanisme d'action des médicaments. C'est officiel. Vous voyez à quel point c'est éloigné de Claude Bernard. Ce qui compte, c'est l'efficacité statistique dans un essai randomisé. Donc vous avez un premier discours médical qui est le discours biologique déterministe et vous en avez un autre qui est un discours statistique sur lequel on pourrait rentrer dans le détail, mais ce n'est pas l'objectif parce qu'il est très intéressant. Il s'intéresse à des sujets moyens qui n'existent pas, mais ça a quand même une certaine utilité.
et avec une espèce de système inférentiel, hein. Il n'y a pas de loi, ce sont des inférences statistiques avec, vous savez, cette histoire de petit p, hein. Si c'est significatif à un seuil de moins de 5%, alors on a le droit de dire que c'est vrai. Et je retourne sur la conférence de tout à l'heure, on retrouve, vous voyez, on a toujours besoin de parler de vérité. Alors les biologistes parlent de vérité, les statisticiens parlent de vérité. En fait, il n'y a pas de vérité, je suis complètement d'accord, il n'y a pas de vérité. Même en physique, les lois de la mécanique classique sont fausses. Si elles sont fausses, c'est qu'elles ne sont pas vraies. On confond la vérité interne aux mathématiques. Les mathématiques disent des tautologies, donc ils disent la vérité, puisqu'une tautologie, c'est vrai. On confond la vérité interne aux mathématiques en une vérité qui serait interne à la science mathématisée. C'est pas parce que la science est mathématisée que cette science dit le vrai. Et la plupart des sciences disent des choses fausses, même quand elles sont quantitatives. Et là, il y a un quiproquo social qui est dramatique. Et donc, on a deux discours de vérité en médecine, un discours biologique et un discours statistique. Et bien sûr, quand vous arrivez avec des études qualitatives, vous êtes en dehors de ces discours et les gens disent « vous ne dites pas le vrai ». Alors, l'avenir là-dedans, puisque c'était l'objet de mon topo. Alors, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'observer pas une révolution, mais une ébullition. Une ébullition qui vient à la fois de la statistique et de la biologie qui sont, du fait des jeux de données qu'ils ont analysés, en complète remise en question. Vous savez qu'en biologie aujourd'hui, la mode c'est de parler des omics, genomics, protéomics, etc., etc. Maintenant, vous savez, on voit ça à la télévision, en vous gratouillant à l'intérieur de la bouche avec un coton-tige. On peut même avoir ça sur Google. Vous envoyez votre échantillon pour quelques centaines ou milliers de dollars. On vous retourne un génotypage avec quelques millions de SNP, c'est-à-dire tout d'un coup, vous avez votre génome, pas décrit dans son intégrité, mais quasiment, quoi. Et donc les biologistes avant avaient des modèles avec des souris, ils avaient 20 souris. Aujourd'hui, ils ont toujours 20 souris, mais ils ont 1 million de variables. Donc, vous imaginez, tout à l'heure, on parlait de complexité dans les sciences humaines et sociales, mais il y a de la complexité ailleurs aussi. Vous avez des millions de variables pour mesurer la biologie, rien que le génome. Mais alors, et le protéome, c'est pareil. Donc, vous avez des millions et des millions de variables. En plus, vous avez de l'environnement, et c'est une interaction entre l'environnement et les gènes. Et il y a même des gens qui disent qu'en génotypant tous les humains dans l'histoire de l'humanité, on n'aura jamais de taille d'échantillon assez importante pour pouvoir avoir des modèles qui permettront d'analyser les datas. Donc vous voyez un peu les interrogations monstrueuses qui challengent la biologie. Et puis vous avez en statistique, alors là vous voyez, là les biologistes sont obligés de parler avec les statisticiens, puisque il y a du hasard partout, puisque la génétique est partout. Et en génétique, il y a du hasard. Mais même les statisticiens ont maintenant en recherche clinique, par exemple dans le labo, on fait une étude sur ce que disent les patients dans les blogs Doctissimo et compagnie. Vous avez un blog, vous avez Doctissimo, un forum, avec l'intitulé antidépresseur. Donc on analyse statistiquement. On analyse avec des outils d'analyse textuelle, c'est des statistiques, ce que disent les patients. Et alors là, vous voyez, je peux même vous challenger. Alors, c'est des études qualitatives ou c'est des études quantitatives? Alors, j'ai même vu que Alceste, c'était au programme du DU de recherche qualitative. Vous voyez, même chez la qualitativiste, il y a un petit flottement épistémologique. Bon. Alors, que penser de tout ça? Franchement, ce que je pense, c'est que ce clivage historique entre approche quantitative et approche qualitative, aujourd'hui, est périmé. C'est périmé. Alors, bien sûr, c'est un choc identitaire quand on dit ça. À un colloque de recherche qualitative, si on dit que ça n'existe plus, c'est terrible. Non, ce que vous faites existe. C'est-à-dire, vos pratiques existent. Mais le fait de l'appeler recherche qualitative, ça n'a plus de sens aujourd'hui.
Alors ça a un sens sociologique, c'est-à-dire la communauté des chercheurs en recherche qualitative existe, et c'est vrai que cette communauté est en tension par rapport à la communauté des recherches quantitatives. Et cette tension sociologique donne sens à l'appellation. D'accord, ça j'accepte. Mais en termes épistémologiques, méthodologiques, moi j'y crois plus. Alors, on va dire, ah, mais quand même, il exagère, la subjectivité du chercheur, etc., etc. Mais la subjectivité du chercheur, elle existe partout en médecine, partout. Moi, en psychiatrie, vous savez, il y a les neurosciences partout. Vous croyez qu'un neuroscientifique, quand il étudie la dépression sous l'angle de la neurobiologie, il n'y met pas de sa subjectivité ? C'est-à-dire, bien sûr que s'il étudie la dépression sous l'angle de la neurobiologie, c'est qu'il n'a pas envie de voir la dépression sous un autre angle. C'est que sa vie en tant qu'être humain colore son objet de recherche et la façon qu'il a et même les interprétations qu'il a à la fin. Vous savez, dans la partie discussion des papiers, il y a une partie discussion des papiers dans tous les articles scientifiques, même des recherches quantitatives. Et souvent, franchement, c'est un peu olé olé, c'est-à-dire qu'on cite Spinoza, machin, etc., mais bon, c'est pas très sérieux. Et alors que, tout chercheur devrait discuter de la place qu'il tient dans son objet de recherche, dans la méthodologie qu'il a, dans l'interprétation des résultats. C'est pas un problème d'approche qualitative, c'est un problème scientifique. Surtout quand c'est en médecine. Mais même quand on fait de la physique, entre nous. Même quand on fait de la physique. Donc subjectivité, objectivité, tout ça, place de l'individu. Alors après, les recherches qualitatives, on laisse ouvert. On ne ferme pas le sujet dans des questions fermées, etc., etc. On laisse ouvert l'entretien pour que tout vienne de lui. Mais comme je vous le disais, on fait du text mining sur ce que les gens disent sur les forums Doctissimo, on laisse ouvert, là. Et on peut faire des entretiens ouverts en faisant des analyses textuelles aussi. Et on peut faire des questionnaires, des entretiens complètement ouverts, en faisant des statistiques, c'est-à-dire en faisant coter des choses à partir de vidéos qui sont complètement issues d'un entretien libre. Donc c'est pas la question de fermer ou d'ouvrir les entretiens. Alors après c'est induction, déduction, mais ça aussi c'est faux. La biologie par exemple n'est pas une science déductive. La biologie n'est pas mathématisée, elle n'est pas déductive. Et puis comme vous le savez aussi, en fait, beaucoup de chercheurs disent que les approches qualitatives, c'est pas de l'induction, c'est de l'abduction. Et qu'en fait, la biologie aussi, c'est de l'abduction. En fait, il y a de l'abduction partout. C'est le même système d'inférence. Alors, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, moi, je pense que ce qui reste, c'est le discours de la science. C'est que c'est pas le même langage utilisé pour parler la science. Et que c'est ça la différence. Et que... alors c'est un discours à la fois pour représenter l'objet d'étude, donc on peut représenter la réalité avec des guillemets, parce que je suis d'accord que c'est pas très clair, pour personne, la notion de réalité. Qu'est-ce qu'un sujet malade ? Je sais pas. Est-ce que c'est son corps qui est malade ? Est-ce que c'est lui qui dit qu'il est malade ? D'ailleurs c'est ce qu'il dit, est-ce qu'il est vraiment malade ? La réalité en médecine, c'est comme... c'est un concept difficile, je suis d'accord. Tout ça pour dire qu'on peut représenter un sujet malade avec des nombres ou avec des mots. Et ça n'est pas la même chose parce que le statut psychologique des nombres n'est pas le même que le statut psychologique des mots. Que donc, quand vous parlez en nombres, vous n'avez pas la même position surmoïque. Là, je fais un peu de psy. C'est-à-dire... avec les nombres, 2 plus 2, ça fait 4, ça fait pas 5, et puis c'est comme ça. Donc quand vous parlez avec des nombres, vous transmettez cette valeur de loi dans votre discours, et votre discours apparaît comme un discours de loi. Donc ça, c'est une différence. Et puis, il y a la façon dont vous énoncez des lois. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, il y a une confusion, c'est que souvent, on dit, dans le quantitatif, il pose des lois. Non, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la biologie, où il y a des lois qui sont fausses. Par exemple, la demi-vie de la fluoxétine est de 14 heures. C'est une loi biologique, elle est fausse, comme les lois en physique. C'est pas vrai, mais c'est édicté comme une loi. C'est comme ça.
Et puis vous avez des lois statistiques, c'est pas la même chose, hein. C'est-à-dire, plus on est grand, plus on est gros. Mais ça, il y a une corrélation significative, mais ça dit pas le vrai, puisqu'il y a des gens très grands, très maigres, et petits et gros, etc. C'est statistiquement, c'est-à-dire, pour un sujet moyen qui n'existe pas, la loi est vraie. Et puis vous avez dans les recherches qualitatives, alors effectivement de l'herméneutique, c'est-à-dire du sens qui est trouvé à partir d'un corpus. Et puis voilà, donc je conclurai là-dessus. Moi je dirais que je milite pour l'abolition de ces mots qui enferment la pensée. Merci pour votre attention.